Bonjour à vous, donc je vous procède à la correction du chapitre 12, donc le dernier chapitre du coup de management première, dernier chapitre que vous devrez travailler avant les devoirs de révision qui ont lieu la semaine prochaine, sachant que le 13 on le fait ensemble en classe. Donc j'essaye de vous corriger le chapitre en un seul tenant, c'est possible qu'on le fasse en plusieurs vidéos. En tout cas, n'hésitez pas si ça va trop vite ou trop doucement, donc soit à accélérer le tempo, soit à faire des pauses pour avoir le temps d'écrire le contenu du cours. Donc le chapitre traite des organisations publiques et on va essayer donc d'abord de se rafraîchir la mémoire, ensuite de comprendre les enjeux à mettre en place une stratégie dans les organisations publiques. Donc les premières questions, ça c'est des rappels des chapitres début d'année. Donc une organisation publique a une finalité qui est différente des entreprises privées. Elle n'a pas vocation à faire du profit, elle a une vocation à satisfaire l'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse en sorte que l'ensemble des citoyens aient accès aux services de base rendus par les organisations publiques, comme la santé, l'éducation, la sécurité, la justice, etc. Bon, tous les ministères en gros que vous pouvez connaître. Donc ces ministères où les domaines des missions de service public sont exercés, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice, la sécurité sociale, les loisirs, le sport, la culture. Les trois principes fondamentaux du service public que vous êtes censé connaître, c'est pareil. La continuité, l'égalité et l'adaptabilité. Alors pour la question 5, je vous laisse regarder les réponses. Pardon, mais du coup je vous rappelle les trois principes. Premier principe de continuité, le service public doit être rendu en continu sans interruption. Le principe d'égalité, tout le monde doit avoir accès au service public. Et le principe d'adaptabilité, le service public doit s'adapter aux évolutions de l'environnement, comme c'est le cas par exemple pour les déclarations d'impôts qui se font désormais sur Internet. On démarre donc avec les contraintes qui pèsent sur la détermination des objectifs stratégiques. Donc tout comme les autres types d'organisations, les organisations publiques doivent aussi déterminer des objectifs stratégiques. Sauf que elles peuvent pas le faire de manière aussi aisée que les entreprises privées par exemple, puisque elles ont des missions réglementées et qu'elles peuvent être contraintes donc par les ressources dont elles disposent. Donc, on a l'exemple notamment des hôpitaux de Saône Beaujolais, donc qui est une organisation publique dont la finalité est non lucrative, de satisfaction d'intérêt général. Et la mission de ces hôpitaux de Saône Beaujolais est donc de soigner les usagers qui en ont besoin et optimiser la qualité donc de soins rendus aux usagers. Quelles sont les contraintes qui s'imposent à ces hôpitaux? Eh bien, elles sont d'abord financières parce que dans le domaine de la santé, comme dans tous les domaines des services publics en général, il y a ce qu'on appelle une baisse des dotations. Dotation, c'est l'argent donné par l'État. Eh bien, l'État contribue de moins en moins à financer les services publics. Donc ça, c'est un premier aspect, une première contrainte. Alors que dans les entreprises, on peut avoir de plus en plus de ressources financières, les organisations publiques, elles en ont plutôt de moins en moins. Et autre chose, elles sont également contraintes par les politiques qui sont en cours. Par exemple, hôpitaux Saône-Beaujolais, donc dépend d'un secteur géographique précis. Si jamais il y a nouvelles élections, il peut y avoir des décisions prises dans un sens ou dans l'autre qui peuvent avoir une influence du coup sur la stratégie de l'entreprise, de l'organisation publique. Exemple, si la nouvelle personne en charge du département ou de la mairie ou de la région décide de fermer les urgences ou une partie de l'hôpital, eh bien, peu importe les objectifs stratégiques de l'hôpital, si on ferme les urgences, on ferme les urgences. C'est également le cas, si je donne un autre exemple, dans le cadre de l'éducation nationale. Les enseignants ont donc une mission de service public d'enseigner des matières comme le management, mais on est contraint, donc par les budgets, ça c'est la même chose. On a plus ou moins de budget pour acheter des ordinateurs, renouveler les tables, etc., avoir des locaux qui soient en bon état, mais on est aussi contraint par les politiques en vigueur qui vont déterminer
l'étendue des programmes, qui vont déterminer la nature et le contenu des épreuves. Et donc sur ça, nous, en tant qu'enseignants, on n'a aucune mainmise. Donc c'est la même chose pour les hôpitaux. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour autant pour mettre en place sa stratégie? Alors, il y a une marge de manœuvre, oui, mais elle est restreinte. C'est-à-dire qu'on peut arriver à déterminer les objectifs stratégiques, mais il faut intégrer ces contraintes. Si je refais le parallèle par rapport à l'enseignement, les marges de manœuvre dont disposent les enseignants, elles existent, puisqu'on peut décider de faire plus de travaux de groupe, plus de, je sais pas, travail en îlot, de travail devoir sur table, etc. Mais en fait, ça reste restreint puisque la stratégie doit être fonction des politiques qui sont en œuvre et aussi du budget de l'établissement. Il y a également une autre contrainte qui n'est pas des moindres, c'est les considérations politiques des élus. Les élus, donc, c'est les personnes qui sont à la tête des organisations publiques. Et donc, selon les politiques en vigueur, selon leurs envies, selon leurs souhaits, eh bien, il faut réadapter la stratégie. Donc là, on a l'exemple de Metz Métropole. L'objectif stratégique de Metz Métropole, c'est de renforcer l'attractivité du territoire pour assurer son développement. Et les événements qui appartiennent à l'environnement et qui justifient cet objectif stratégique, donc il y en a, des éléments de l'environnement. Cet objectif est justifié par des restructurations militaires qui vont entraîner une perte d'emploi et une baisse de la population dans la zone de Metz. Le fait que l'État donne moins d'argent à la métropole et les recettes éventuelles, donc les impôts, les taxes, du coup il y en aura moins et ce sera supporté par les usagers. Donc toutes ces raisons font que Metz Métropole a perdu en attractivité, a perdu des habitants et elle a pour objectif d'essayer de inverser la tendance pour éviter de perdre trop sur long terme. Alors du coup, elle fait appel au Codev. Donc le Codev, vous avez le document qui vous explique ce que c'est. C'est une organisation qui vise à faire du conseil. Elle fait des études prospectives. Donc prospective, ça veut dire sur l'avenir. Elle essaye d'anticiper en fait les actions qui vont avoir lieu sur le territoire en termes d'habitation, d'implantation d'entreprise, etc., etc. Donc, eux ont travaillé avec Metz Métropole pour déterminer sur les 6-8 prochaines années à venir les, à peu près les tendances qui vont se dégager. De ce fait-là, on peut considérer que Metz Métropole, comme toutes les organisations publiques, en fait, agit de la même manière que les entreprises privées pour déterminer sa stratégie. C'est-à-dire que elle analyse ses forces et faiblesses. En l'occurrence ici, sa faiblesse, c'est de ne plus être très attractive, d'avoir perdu des emplois dans la région. Mais elle tient aussi en compte son environnement pour bénéficier des meilleures opportunités, limiter les plus grosses menaces, afin de mettre en œuvre ensuite le meilleur objectif et la meilleure stratégie possible. Donc en fait, on est tout à fait dans le même euh, déroulement, processus stratégique dans les organisations publiques que dans les entreprises privées. La différence, c'est que les entreprises privées sont moins contraintes budgétairement, politiquement que les organisations publiques. Il peut y avoir un troisième aspect qui va venir jouer donc sur la définition de la stratégie d'une organisation publique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les attentes des citoyens, des usagers et des groupes de pression. Donc je vous ai détaillé le budget de la ville de Roanne pour l'année 2021. Je vous laisse découvrir donc avec votre dossier élève ce qu'il en est. Je vous ai mis également les principaux investissements qui sont prévus pour l'année. Et donc les grandes composantes du budget, donc vous les avez ici, donc aménagement urbain, programme de voirie, nouveau centre commercial, rénovation des bâtiments. Et voilà. Donc à partir du tableau, on voit que
Euh, les budgets alloués donc dans les différents domaines sont les suivants, je vous refais pas le détail, vous retrouverez avec les chiffres qu'il y a ici, hein. Donc j'ai fait le choix de compter en kilo-euros, donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 1000 pour l'avoir en euros. Qui est concerné par le domaine scolaire? Les écoliers, les personnels d'éducation. Qui est concerné par la voirie communale? Toutes les personnes qui circulent sur la voirie, particuliers comme entreprises. Qui est concerné par le sport? Les habitants de Rouen et des alentours. Qui est concerné par les aménagements et une rénovation de quartiers et de rues? Les habitants de Rouen, les alentours et les communes. Et enfin, qui est concerné par l'aménagement et la rénovation des bâtiments publics? Les habitants de Rouen et les personnels de la commune. Donc, quels critères peuvent permettre de savoir ensuite si les budgets sont efficaces, si l'utilisation prévue des budgets est efficace? Parce qu'en fait, là, on voit tout le budget de Rouen, mais c'est du coup la municipalité, le maire, et puis ses adjoints, les conseillers municipaux, qui ont décidé de mettre 773 000 euros pour aménager le quartier Bourgogne, 200 000 euros pour le plan vélo. Comment on peut savoir si ces budgets ils sont bien alloués, si c'est efficace? C'est-à-dire on a mis assez d'argent, est-ce que ça marche, est-ce que les gens sont contents ou pas? Justement, le moyen de savoir si on a bien fait de mettre 200 000 euros dans telle chose ou pas, c'est de voir déjà si les habitants sont contents. Et ensuite, essayer de voir si ça permet par exemple de fluidifier la circulation, si c'est efficace, donc si l'objectif est atteint, etc., etc. Si jamais les habitants sont pas contents, en principe, ils le font savoir. Alors soit ils sont pas contents, ils manifestent un petit peu, mais dans les communes, c'est plutôt au moment des élections municipales qu'ils vont faire comprendre qu'ils sont pas d'accord avec la politique mise en place et qu'ils trouvent que c'était pas bien fait. Donc pour le cas de Rouen, en général, on peut considérer que les habitants sont d'accord avec ce que fait le maire, puisque lui est maire depuis un certain nombre d'années, je dirais, si je dis pas de bêtises, au moins 12 ans, et il a été réélu en mars 2020. Donc ça veut dire que ça confirme le fait que les gens sont contents de sa gestion. Pour quelles raisons les usagers peuvent avoir des intérêts différents des politiques définies par la commune? En fait, on a déjà vu un peu ça, hein, c'est des parties prenantes différentes. Donc ça veut dire que elles n'ont pas les mêmes intérêts. Si on regarde une entreprise privée, les salariés, eux, souhaitent avoir des bonnes conditions de travail, de rémunération. Les employeurs ont plutôt envie d'avoir un maximum de bénéfices. Bon, pour les communes, c'est pareil. Les entreprises et les habitants des communes n'ont pas forcément les mêmes intérêts, voire on peut être dans des intérêts tout à fait opposés. Une usine peut vouloir s'implanter en centre-ville pour pouvoir capter un maximum de clients ou de salariés. Mais les habitants, ils peuvent être contre parce que l'usine, c'est pas très beau, ça sent pas bon, et puis ça risque de faire chuter le prix de l'immobilier dans les quartiers alentours. Donc leur maison va valoir moins cher. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, toutes les parties prenantes, comme dans les entreprises privées, essayent de faire pression sur la collectivité pour satisfaire leurs intérêts personnels. Alors, si on regarde les marges de manœuvre dont disposent les organisations publiques pour gérer, déjà on voit que la marge de manœuvre elle est pas très grosse parce que il y a ce qu'on appelle des compétences pour chaque collectivité territoriale. Donc les collectivités territoriales qu'on appelle aussi collectivités locales, ce sont les mairies, les communes, les départements, les régions, et puis tout ce qui est communauté de communes, communauté d'agglomération. Ces mairies, ces départements, ces régions ont des compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'il est décidé du départ, document 6, que ce sont les communes qui gèrent l'état civil par exemple, les écoles maternelles, les routes communales, les gymnases, etc., etc. Il est convenu du départ que ce sont les départements qui gèrent le RSA, les collèges, les routes départementales. Il est prévenu du départ que les régions gèrent les lycées, les transports scolaires, le TER, etc. Donc ça veut dire que chaque collectivité a ses propres domaines de compétences.
Donc c'est ce que je dis un peu dans le texte, hein. Donc c'est la loi qui détermine les compétences des collectivités. Et puis ensuite, donc elles sont obligées de gérer ces compétences-là. Donc vous avez un exemple avec la question 13. Qui gère les TER? C'est la région. N'allez pas à la mairie pour dire voilà j'ai un problème de train. La mairie s'en fout. C'est la région qui gère les TER. En matière de scolarité, donc les communes gèrent les écoles maternelles et primaires, les départements gèrent les collèges et puis les régions gèrent les lycées. Donc la notion de compétence des collectivités territoriales, ça montre que la loi prévoit quelles tâches attribuer à chaque collectivité territoriale. Chaque collectivité a ses propres tâches à gérer. Alors, si on regarde pour le Pays de Gex, donc le Pays de Gex, c'est une communauté de communes, donc c'est un regroupement de communes, de 27 communes. Et ces 27 communes ont fait ce qu'on appelle un transfert de compétences, c'est-à-dire que parmi toutes les compétences qu'elles gèrent, comme je sais pas, gymnase, piscine, etc., elles ont décidé de transférer une partie à une communauté de communes qui va gérer pour l'ensemble des communes. Donc souvent c'est le cas pour les piscines. Je vais donner l'exemple des piscines parce que c'est souvent le cas. Les piscines ça coûte très cher. Et du coup le fait de pour les communes transférer cette compétence à la communauté de communes leur permet de ne plus avoir à gérer ça premièrement. Et deuxièmement faire en sorte que ça leur coûte moins cher que si elles devaient gérer ça toutes seules. Là du coup elles partagent la gestion d'une piscine en 27 au lieu de partager ça 27 fois seul. Repérer les domaines de compétences donc de la communauté de communes. Elle gère également l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, donc le fait de remettre les eaux usées dans le circuit, et les manifestations culturelles intercommunales. Donc exemple, tournoi de sport par exemple, qui regrouperait les communes. Donc un transfert de compétences, c'est le fait que les collectivités territoriales, donc communes, départements ou régions, peuvent transférer une partie de leurs compétences à un regroupement de communes. Donc c'est assez strict, hein, c'est très encadré, mais on peut arriver à déléguer certaines compétences à un regroupement. Pourquoi la communauté de communes cherche à valoriser son patrimoine local? Eh bien tout simplement comme une entreprise cherche à maximiser ses bénéfices, une commune va essayer d'atteindre un maximum de citoyens pour récolter le maximum d'impôts, puisque les recettes des communes, c'est les impôts. Donc plus il y a de citoyens qui veulent venir habiter dans ma communauté de communes, et plus j'aurai de recettes financières, et mieux je pourrai faire vivre les gens et satisfaire l'intérêt général. Donc la communauté de communes a tout intérêt à être attractive, à valoriser son patrimoine local pour se mettre en valeur et attirer des populations. Les règles budgétaires en revanche, donc pour les communautés, pour les collectivités locales sont très strictes. C'est le cas par exemple de Bois d'Arcy. Donc la commune de Bois d'Arcy a des recettes qui proviennent des impôts et puis une partie qui provient d'une dotation, on appelle ça dotation, donc c'est comme une subvention versée par l'État. Donc c'est très strict puisque ils choisissent pas combien ils vont recevoir ni de l'État ni des populations par l'impôt, mais du coup le maire a quand même une petite marge de manœuvre sur ses choix budgétaires puisque même s'il choisit pas combien il va recevoir, c'est lui ensuite qui peut décider d'augmenter une partie des impôts pour peut-être avoir un budget suffisant pour améliorer le bien-être des habitants. Il peut aussi décider que, vu que l'État donne moins d'argent, il va pas non plus augmenter les impôts. Et tant pis, on aura moins d'argent pour la commune, donc on fera un peu moins de choses. Il peut également, donc, par exemple, on fera moins de choses, ça peut être on subventionne moins les associations, ou alors on fera la réfection des routes, mais une fois tous les 4 ans au lieu d'une fois tous les 3 ans. On le fera moins souvent. Donc ça montre que la politique, le maire, ses conseillers, ont une petite marge de manœuvre pour utiliser les budgets qui leur sont alloués.
Donc tout comme les entreprises privées, les organisations publiques ont aussi des options stratégiques à envisager. Ça peut être de la différenciation. Donc vous avez l'exemple de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Donc l'idée ici est de créer un camping et une aire de camping-car, et puis valoriser le patrimoine historique et touristique. Les objectifs, attirer plus de touristes, et pas seulement pendant 6 mois quand le parc vendéen est ouvert. Les actions mises en place pour essayer de valoriser justement leurs ressources locales, eh bien ils ont décidé de mettre 200 000 euros de plus sur le tapis pour valoriser le patrimoine, faire un site internet, traduire le site internet, concevoir une application pour les touristes, voilà, pour proposer des balades à pied, à cheval ou à vélo. Donc en fait, tout ça, c'est de l'argent qui a été investi pour valoriser le patrimoine local, faire en sorte que les touristes soient contents. Si les touristes sont contents, ils en parlent, ils font bouche à oreille, communiquer, et de manière à attirer plus de touristes et de population sur le long terme. Autre exemple, le conseil municipal béréen, pour se différencier des communes voisines, a décidé de proposer à la vente des parcelles de lotissement au prix de 1 euro le mètre carré. Donc regardez par chez nous, mais même si Tizi c'est pas très cher, on est loin de 1 euro le mètre carré. Pour acheter un terrain, il faut facilement aujourd'hui compter entre 50 et 80 000 euros pour avoir peut-être entre 500 et 1000 mètres carrés. Donc ici, l'idée c'est de vendre 1 euro le mètre carré, donc vous avez 700 mètres carrés, vous payez 700 euros votre terrain. Quel est l'objectif de ça? Eh bien, accueillir de nouveaux habitants. Qui dit nouveaux habitants dit peut-être nouveaux couples, nouvelles familles. Si ces familles viennent habiter dans ma commune et qu'elles ont des enfants, eh bien les enfants vont aller à l'école, les familles vont payer des impôts, donc ça permet de faire vivre le village, d'avoir plus d'habitants, de payer plus d'impôts, et du coup de satisfaire l'intérêt général. Ça permet également du point de vue des habitants, à des habitants qui n'auraient pas forcément les moyens d'acquérir une maison ou de faire construire une maison, d'accéder à la propriété en payant pas très cher le terrain. Deuxième possibilité, la diversification. Donc là, on était dans la différenciation, essayer de faire différemment que les communes voisines, en vendant par exemple moins cher que les voisins. Mais ça peut être aussi de la diversification où on propose autre chose. Donc exemple, une commune, mais je sais plus le nom. Je ne trouve plus le nom. Donc une commune a décidé d'offrir à chaque nouvel habitant une poule, donc pour ceux qui le souhaiteraient. Donc l'idée est pas du tout idiote, hein, en soi c'est rigolo. Sauf que les intérêts pour une commune de faire ça, c'est notamment de réduire les déchets, puisqu'une poule mange à peu près 150 kg de déchets par an. Vous pouvez mettre tous vos déchets alimentaires, les poules mangent tout. Donc, qui dit que les poules mangent les déchets alimentaires, dit que ensuite la commune, elle va payer moins cher en collecte d'ordures ménagères, ceux qui ramassent les poubelles. Donc du coup, c'est un très bon plan pour la commune de faire ça, sachant qu'une poule, ça coûte entre 10 et 15 euros. C'est un bon deal. Et ça permet également aux citoyens de se sentir valorisés parce qu'ils ont l'impression d'avoir un cadeau. C'est un don. Les habitants peuvent aussi créer du lien social avec leurs voisins parce que la poule, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper quand on est en vacances, etc. Donc ça peut permettre d'aller voir les voisins, de discuter, de créer des liens pour bien faire un peu communauté. Ça permet enfin aux gens d'apprendre ou de réapprendre à vivre avec des animaux et donc d'apprécier une vie à la campagne, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment un gain multiple d'envisager une action comme le don d'une poule. Et en plus, ça permet à la commune de se diversifier, mais aussi se différencier.
puisque la commune va pouvoir faire parler d'elle dans les médias. C'est le cas notamment, là, l'article que j'ai trouvé, il vient monmandalocal.fr, donc c'est sorti dans un média. Ça permet du coup de se faire connaître, d'attirer peut-être plus d'habitants. Et encore une fois, d'être dans la dynamique. Si j'ai plus d'habitants, je récolte plus d'impôts. Si j'ai plus d'impôts, je peux mieux faire vivre tous mes habitants. Voilà pour ce qui est de la partie court. J'espère que c'est assez clair. Je fais au plus court, mais j'espère que c'est assez clair. Pour ce qui est de la partie test de connaissances, donc voici les réponses. Donc les missions des organisations publiques sont pas du tout fixées par les élus, c'est la loi qui fixe les missions attribuées à chaque organisation publique. On l'a vu dans le tableau document 6. Les départements gèrent les routes départementales, les collèges, etc., etc. La stratégie des organisations publiques, elle cherche pas toujours à satisfaire que les citoyens, elle peut chercher à satisfaire d'autres parties prenantes comme les usagers, les entreprises, les écoles, l'organisation publique elle-même. La stratégie d'une commune est décidée par le maire? Bah non, parce qu'il a un conseil municipal, il a des adjoints avec lui, il n'est pas tout seul à décider. Les organisations publiques ont de la marge de manœuvre pour agir? Oui, même si elle n'est pas très large, il y en a. Le transfert de compétences implique de déléguer des ressources à une autre collectivité? Bien oui, si vous déléguez la compétence piscine, il faudra que vous payiez une partie, un budget piscine à la communauté de communes qui gérera la piscine. Les groupes de pression exercent une influence sur les stratégies des organisations publiques? Oui, ils exercent une influence, c'est leur objectif. On aura l'occasion d'en reparler en terminale. Les groupes de pression, leur rôle, c'est d'essayer de faire changer les lois ou de les faire évoluer dans leur sens, c'est-à-dire pour que ça les contraigne pas trop. Donc bien sûr qu'ils exercent une influence sur les stratégies. Le principe d'égalité interdit toute discrimination d'accès aux services publics. L'accès aux services publics doit être constant et proposé à tout le monde. Et enfin, l'action est contrôlée par la Cour des comptes, donc ça c'est pour votre culture. Oui, la Cour des comptes, elle contrôle l'action publique, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, ce qui est normal puisque les fonds publics sont publics, ça porte bien son nom. Ça vient des impôts, ça vient de vous. Quand vous allez au magasin et que vous payez un bien, ça vient de vos parents qui payent des impôts, ça vient de tout le monde. Donc, c'est normal que ce soit contrôlé. Vous avez mis une application pour vous entraîner au grand oral, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc c'était simplement essayer déjà de savoir comment on devient pompier volontaire, identifier à quel domaine de l'action publique ce service fait référence, et puis montrer en quoi c'est une délégation de service public. Tout ça en préparant un oral donc, sous format grand oral. Donc ça, c'est typiquement le genre d'exercice que vous pourriez avoir à faire en DM audio, donc tel que vous les verrez cette année. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour approfondir certains points de ce chapitre, parce que je n'y reviendrai pas dessus. J'espère que c'est assez clair pour vous, et je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée.